à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition que je vous invite à suivre jusqu'à son terme. À la une de l'actualité, passage en force, violation de la loi, tels sont les fondements de l'initiative menée par certains groupes ayant imposé l'élection du représentant des journalistes au sein de la CENI. Les droits des journalistes ont été totalement bafoués, la loi a été ignorée et l'élection du représentant des journalistes à la CENI a été imposée de manière autoritaire. Un édito signé Jean-Claude Andjamalal. Les journalistes ont été lésés, marginalisés et la dignité de la profession a été piétinée à travers l'organisation d'une élection imposée pour désigner leurs représentants à la CENI. La loi est pourtant claire. Seul l'Ordre des journalistes de Madagascar est habilité à organiser cette élection et à proposer le représentant des journalistes au sein de la CENI. Actuellement, le siège des journalistes à la CENI est vacant, mais le CTOJM a imposé l'organisation d'une élection alors qu'il ne constitue en aucun cas l'OJM et qu'aucune disposition légale ne lui confère de droit de remplacer cette institution. De plus, rien n'indique que les journalistes doivent recourir à un collège de grands électeurs pour désigner leurs représentants à la CENI. L'article 12 du décret numéro 2015-1404 précise pourtant clairement les modalités de désignation des membres de la CENI. Selon ce texte toujours en vigueur, c'est l'OJM qui doit organiser cette élection et non le CTOJM. Ainsi, il s'agit d'une élection imposée sans fondement légal. De nombreux journalistes ont exprimé leur désaccord et rejeté ce processus. En résumé, cette situation constitue une atteinte aux journalistes malagasy et une violation à la loi. Ce qui surprend également, c'est que, malgré les nombreuses critiques, les organisateurs n'ont pas reculé. Il n'y a eu ni concertation, ni consultation, ce qui peut être interprété comme un mépris envers les journalistes, dans une précipitation visant à occuper le siège à l'Arbi. La question se pose alors, pourquoi une telle précipitation pour élire un représentant des journalistes à la CENI? Y aurait-il des élections imminentes à Madagascar, ou s'agit-il simplement d'intérêts personnels? Par ailleurs, le mandat de l'OJM étant déjà arrivé à expiration et nécessitant un renouvellement urgent, aucune priorité ne lui a été accordée, contrairement à cette désignation à la CENI. Pour quelle raison? Nombreux sont les journalistes qui considèrent cette élection entachée d'irrégularités comme nulle et non avenue. Qui assumera la responsabilité de cette décision qui a semé la confusion au sein de la profession? Une fois de plus, la question demeure. Est-ce réellement le moment de désigner le représentant des journalistes à la CENI? Et pourquoi la question du renouvellement du bureau de l'OJM reste-t-elle en suspens? En économie, de nombreux obstacles freinent le développement de l'entrepreneuriat à Madagascar. Parmi eux figure l'absence d'une politique claire encadrant le système commercial et le secteur entrepreneurial pour laquelle des solutions à long terme doivent être envisagées. Les détails avec Felana Rakutorsul, Khadraman Zatouv et Enzar Ranjansu. Madagascar dispose d'un fort potentiel dans la région de l'océan Indien, notamment dans le domaine de l'agriculture, en plus de ses nombreuses ressources naturelles. Cependant, les nouveaux entrepreneurs font face à de nombreuses difficultés en entrant dans le monde des affaires à Madagascar. L'un des principaux problèmes reste l'accès au financement, les sources de financement étant souvent inexistantes. Ainsi, ce sont principalement les investisseurs étrangers qui dominent le secteur. Il est donc nécessaire de mettre en place un cadre réglementaire facilitant l'accès à l'entrepreneuriat, permettant aux petites et moyennes entreprises de se développer selon les explications. Il est également important de réguler les prix afin d'éviter les abus envers les entrepreneurs malagasy et de pouvoir bâtir un champion régional.
Des échanges et partages d'expériences ont ainsi eu lieu entre acteurs économiques, hauts responsables, partenaires et investisseurs issus de 18 pays autour des enjeux économiques de la région de l'océan Indien et au-delà lors de la deuxième édition du CEO Summit 2026 tenue à Ivange pendant 2 jours et qui s'est achevée aujourd'hui. Les ateliers ont couvert plusieurs secteurs tels que l'industrie, l'agriculture, le tourisme, l'investissement, la technologie, afin d'identifier des solutions pour relancer l'économie régionale et l'intégrer davantage au niveau international. Et puis les acteurs des technologies modernes à Madagascar ainsi que dans la région de l'océan Indien se réuniront à Antananarivo. Cet événement vise à promouvoir l'utilisation des outils numériques selon les explications. Il permettra également d'évaluer l'usage de nouvelles technologies et des équipements numériques avec l'ensemble des acteurs du secteur. Andinana Martina, Zaranjiansu. Les Malagasy ne peuvent plus échapper à l'évolution technologique face à son expansion à l'échelle mondiale. Rien que dans l'utilisation d'Internet par exemple, Madagascar figure parmi les pays ayant un taux d'usage élevé en Afrique et dans la région de l'océan Indien. Cependant, au-delà de l'utilisation d'Internet, de nombreuses solutions technologiques innovantes existent pour la société. Celle-ci reste encore peu connue, d'où l'objectif de réunir les acteurs du numérique à Madagascar et dans la région de l'océan Indien. Cet événement constituera également une occasion d'évaluer l'utilisation des nouvelles technologies et des outils numériques avec l'ensemble des acteurs concernés selon les explications. Cet événement dédié au numérique se tiendra du 24 au 26 avril au Kianda Baré Mamassen. Et puis le secteur de l'approvisionnement en médicaments à Madagascar connaît actuellement des difficultés en raison de la crise mondiale engendrée par le conflit au Moyen-Orient. Les livraisons des médicaments importés accusent des retards selon l'OFAM, l'un des principaux grossistes pharmaceutiques du pays. Plusieurs médicaments risquent même d'être en rupture de stock d'après les explications. Toujours un reportage signé Andriana Martina et Nza Ranjiansu. Le secteur pharmaceutique à Madagascar, au même titre que celui du carburant, subit également les conséquences du conflit au Moyen-Orient. Selon les responsables de l'OFAM, un important grossiste en médicaments dans le pays, plusieurs médicaments sont actuellement menacés de rupture de stock. Une hausse des prix a également été constatée sur le marché. La principale difficulté que nous rencontrons actuellement au niveau des médicaments, c'est bien sûr la conjoncture mondiale qui n'est pas évidente puisque nous avons aujourd'hui des zones de guerre qui empêchent les médicaments d'arriver à temps. On a beaucoup de ruptures, on a beaucoup de retards de livraison, on a le coût du fret qui a augmenté. Toutes ces choses-là, c'est pas évident pour des sociétés comme les nôtres de vivre dans ce contexte, mais malheureusement c'est une situation mondiale et dans tous les pays du monde c'est la même situation actuellement. Face à cette situation, les grossistes ont été contraints de mettre en place des mesures spécifiques, notamment une gestion rigoureuse des stocks encore disponibles dans le pays afin d'éviter une pénurie totale de médicaments. OFAM, comme les autres, est obligé de jongler et de gérer bien sûr des stocks de plus en plus importants pour éviter les ruptures et pour éviter, en cas de retard, de continuer à pouvoir approvisionner la population en médicaments. Donc nos stocks sont quand même très importants à Madagascar. Un autre problème concerne également le prix des médicaments qui risque d'augmenter en raison de la hausse des coûts sur le marché international ainsi que du fret. Dans un tout autre sujet, les services de santé ont été améliorés au sein du commissariat central de Tsaralalan avec la mise en place d'un centre de soins où chacun peut se faire consulter. En effet, ce centre de soins sera accessible non seulement aux agents en service, mais également aux usagers fréquentant les lieux. Par ailleurs, des travaux de réhabilitation du bureau de la police de la circulation ont également été réalisés. Pour plus de détails.
En politique, des membres de la génération Z sont descendus dans la rue aujourd'hui, brandissant des banderoles en partant d'un Bouzatouf. Leur mobilisation les a conduits à travers Annalakil jusqu'à la place du 13 mai. Les participants ont exprimé leur déception face au régime en place, ce qui a motivé cette manifestation. Ils ont également annoncé leur intention de poursuivre les mouvements de protestation dans les jours à venir. Et parlant de temps à présent, une sensation de fraîcheur continuera de se faire ressentir sur les hautes terres et la partie est de l'île durant ce week-end en raison de la présence d'une bande nuageuse au sud et des alizés qui déterminent globalement les conditions météorologiques. En revanche, il fera chaud dans les autres régions selon les informations communiquées par le service météorologique. Natera Koutmav. Le temps restera plutôt couvert et sombre, accompagné de brunes sur les hautes terres centrales et la façade est de Madagascar durant ce week-end. Cette situation est liée à la présence d'une bande nuageuse dans le sud-est de l'île, ainsi qu'aux alizés qui influenceront l'ensemble des conditions météorologiques d'après les prévisions du service météorologique. Pour les matinées de samedi et dimanche, du brouillard couvrira l'ensemble des hautes terres, tandis que le temps sera sec dans l'après-midi. Toutefois, des pluies sont attendues durant la nuit dans les régions d'Itas et d'Antsirabe. Des précipitations sont également prévues dans les régions de l'Est et de Vadvav, avec un ciel nuageux et des brunes dans la région Alochamangour. Les régions de Sava, Ambatsu et Sambran connaîtront également des pluies accompagnées de nuages, alors que le temps restera globalement sec dans les autres parties du pays. Concernant les températures, les minimales resteront comprises entre 12 et 13 degrés Celsius pour les hautes terres et leur environ, tandis que les maximales atteindront environ 26 degrés Celsius dans l'après-midi. Dans les régions de l'ouest et du nord de l'île, les températures maximales pourront grimper jusqu'à 36 à 37 degrés Celsius au cours de ce week-end, selon les prévisions de Météo Madagascar. Passons à présent aux actualités internationales. Les hôpitaux de Beyrouth sont submergés de blessés après les dernières frappes israéliennes. Mercredi a été la journée la plus meurtrière au Liban depuis plus de 5 semaines de reprise des combats entre Israël et le groupe militant libanais Hezbollah. Les survivants, choqués, décrivent des scènes de carnage, tandis que les hôpitaux libanais peinent désormais à soigner tous ceux qui en ont besoin. France 24. Dans les hôpitaux de Beyrouth, un balai incessant d'ambulances. Cet homme peine à croire qu'il a survécu. Je pensais que j'étais mort. Que s'est-il passé? Je ne saurais vous le dire. Un grand éclair de lumière m'a aveuglé, puis quelqu'un a été projeté en l'air et s'est écrasé à côté de moi. Il était mort. Je veux savoir pourquoi. Mercredi, malgré le cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran, l'aviation israélienne a bombardé le Liban 100 fois en à peine 10 minutes. D'après les autorités libanaises, ces frappes ont majoritairement tué des civils. Quelques heures avant l'attaque, le commandement israélien avait émis des avis d'évacuation massive pour le sud de Beyrouth et du Liban, affirmant cibler le Hezbollah. Nous avons accueilli environ 70 blessés hier. Malheureusement, 2 d'entre eux sont décédés. La plupart des blessés ont été soignés et ont pu rentrer chez eux. Nous sommes détruits psychologiquement parce que nous vivons année après année, mais nous devons rester prêts à intervenir pour pouvoir prendre soin de nos familles et des blessés. Ces attaques israéliennes sont les plus meurtrières au Liban depuis des années. Les secouristes continuent de chercher des survivants coincés sous les décombres et l'identification des corps prendra encore du temps. Jeudi, l'Organisation mondiale de la santé a déclaré que le système hospitalier libanais était au bord de l'effondrement et demandé à Israël d'annuler un nouvel ordre d'évacuation pour le quartier de Jna, dans la banlieue sud de Beyrouth. Il sera au cœur des négociations Iran-États-Unis qui doivent commencer aujourd'hui. Le détroit d'Ormuz, pièce maîtresse de Téhéran dans la région. Ce passage stratégique reste quasiment fermé. Le passage serait miné. Cette fermeture est une menace pour le commerce pétrolier, mais pas seulement. Bien d'autres ressources transitent par Ormuz et risquent d'être perturbées à l'échelle mondiale. France 24. Seuls quelques cargos ont pu franchir le détroit d'Ormuz depuis le début du cessez-le-feu et ils sont quasiment tous iraniens.
Téhéran maintient son emprise sur ce passage stratégique et impose même ses nouveaux itinéraires uniques. En rouge pour entrer, en vert pour sortir, au plus près des côtes iraniennes. La zone sud du détroit est présentée comme dangereuse, c'est-à-dire minée par les gardiens de la Révolution. De manière à être protégés de possibles collisions avec des mines, en coordination avec la marine des gardiens de la Révolution, jusqu'à nouvel ordre, les navires devront prendre des routes alternatives pour le trafic dans le détroit d'Ormuz. L'Iran veut conserver le contrôle total du détroit et prévoit d'y imposer un droit de passage, à raison d'$1 par baril, sachant qu'environ 20 millions de barils y transitaient chaque jour avant la guerre. Une telle taxe irait contre la liberté de navigation, principe fondateur du droit maritime, défendu par l'ONU. Les États voisins exportateurs de pétrole, Washington et des dirigeants européens se sont vivement opposés à cette menace. Il est dans l'intérêt vital de l'Italie, de ses partenaires européens et occidentaux, que la liberté de navigation soit pleinement rétablie dans les mêmes conditions qu'avant le 28 février, afin de normaliser la situation tendue sur les marchés de l'énergie, des matières premières, des engrais et d'autres produits essentiels à notre économie. Le blocage d'Ormuz a perturbé les marchés mondiaux de pétrole, mais aussi ceux du gaz, de l'aluminium, de l'hélium et des engrais. Le prix de toutes ces ressources a flambé ces dernières semaines et menace donc les industries agricoles, automobiles, médicales ou encore de la construction. Et pour terminer, le Pakistan se prépare à accueillir les délégations iraniennes et américaines pour parler. Mais la participation des Iraniens est encore incertaine après les frappes israéliennes qui ont fait plus de 300 morts au Liban mercredi et mis la trêve en péril. France 24. Effectivement, et le Premier ministre israélien s'est un peu fait tordre le bras par Washington parce que Donald Trump ne pouvait pas laisser son allié faire voler en éclats le cessez-le-feu tout juste conclu entre les États-Unis et le régime iranien, parce qu'il y avait un vrai risque en rejetant l'idée que la trêve s'applique également au Liban. Eh bien, l'État hébreu pouvait tuer dans l'œuf des négociations sur la fin éventuelle d'un conflit qui est en train de virer au bourbier pour l'administration Trump, d'autant plus que ce conflit il est de plus en plus impopulaire et sur la scène américaine et sur la scène internationale. Le blocage du détroit d'Ormuz, par exemple, est devenu une arme économique qui met à mal l'ensemble de l'économie mondiale. Donc il fallait mettre une pression maximale sur Israël et retenir le bras de l'État hébreu qui a été mis devant le fait accompli et qui ne participera pas aux discussions qui doivent commencer aujourd'hui à Islamabad. Ce qui peut expliquer le carnage de mercredi, une centaine de frappes en moins de 10 minutes, des bombardements censés frapper des infrastructures du Hezbollah et qui ont fait plus de 300 morts, réaction épidermique, meurtrière, une stratégie de la terre brûlée qui nécessitait une intervention rapide et efficace. J'ai parlé avec Bibi et il va faire profil bas, je pense que nous devons être plus discrets. Voilà ce qu'a confié le patron de la Maison Blanche à NBC News. J.D. Vance, le vice-président, a confirmé en racontant hier qu'Israël avait accepté de faire preuve de retenue au Liban. Et le fait que ces négociations se tiendront à Washington est également le signe que ce sont bien les États-Unis qui vont chapeauter le processus. Cette édition touche désormais à son terme. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir et bon vendredi à tous.